Ce podcast vous est proposé en partenariat avec Sonos. Si vous voulez écouter ce podcast ou surtout votre série préférée avec le meilleur son possible, créez le système audio Sonos qui vous ressemble pour profiter d'un son remarquable à votre mesure. Avec Sonos, installez vos enceintes dans chaque pièce de votre maison, même sur votre terrasse, et écoutez ce podcast où vous voulez, comme vous voulez. Retrouvez aussi le son de votre série partout chez vous. Sonos vous surprendra. Plus d'infos sur sonos.com. Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Peaky Blinders. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. J'ai eu envie de vous faire voyager et de vous faire rencontrer du bon monde. Des endroits de rêve et des gens passionnants, hein. Ça, c'est de l'accroche, hein. Et je pense qu'on en a bien besoin parce que, je veux pas dire, mais le Birmingham de l'après-première guerre mondiale, son paysage industriel, ses voyous hirsutes et ses morts charbonneuses, et Tommy Shelby, le chef froid et machiavélique du gang des Peaky Blinders, ce n'est pas ce qu'il y a de plus accueillant pour passer un moment à vous décrypter une série historique en costume, typiquement british, et qui a un rejaillissement international. Bah oui, je cherche quand même à vous séduire. Alors, nous allons plutôt aller à Fontainebleau, son splendide château et son festival réputé, Série, qui, chaque année, réunit la crème de la production européenne dans un cadre prestigieux et devant plus de 3000 festivaliers et professionnels. Nous allons plutôt aller ensuite à Cannes, son soleil, sa croisette, son festival Cannes Série, fréquenté par des stars comme Patrick Dempsey, Michael C. Hall, Diana Rigg ou Sandra Oh, qui ont arpenté le tapis rose menant aux marches du palais. Ah ouais, tout de suite, hein, c'est beaucoup plus interactif. Ben oui, je vous traite en VIP, en Beautiful People. Alors, nous allons donc rencontrer deux producteurs heureux, Karine Mandavac et Jamie Glesbrook, qui se sont plongés corps et âme dans la série. Nous allons aussi écouter le captivant Yannis Deroide, qui est passionné par l'histoire et les séries historiques, au point d'en avoir fait un ouvrage de référence, Dominer le monde. Et enfin, nous allons entendre le créateur de la série, pour lequel c'était là un projet personnel, un projet passion en quelque sorte, et qui est maintenant mondialement connu pour ses gangsters, dont la réputation est devenue internationale. Lui, c'est Steven Knight, eux, ce sont donc les Peaky Blinders. Les Peaky Blinders, ce sont les Shelby, un clan en partie irlandais et en partie gitan qui vivent de rackets, de vols et de marché noir. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919, tout est à rebâtir. Le rôle de chef de gang devrait théoriquement revenir à Arthur, parce que c'est l'aîné, mais Tommy, le cadet, est un leader né, et une place de chef est à prendre pour qui saura s'emparer de tous les pouvoirs. Celui qui lorgne sur ses pouvoirs, c'est Tommy Shelby, interprété par une vraie révélation, Cillian Murphy, celui qui avait été épouvantail dans les films Batman de Christopher Nolan et qui était musicien dans un groupe rock avant de se lancer dans une carrière d'acteur. Les Shelby, ils sont innombrables. Il y a Polly, Arthur, John, Ada, Esme, Linda et ils s'appellent les Peaky Blinders parce que c'est en raison des lames de rasoir qui sont dissimulées dans le rebord de leur casquette et qui leur permettent en toute discrétion de trancher leurs victimes. Les lames, c'est ce qu'on appelle les bladers et les rebords des casquettes, ce sont les picks, donc Peaky Blinders. 3 juillet 2014, c'est au cœur du bourdonnant festival de Fontainebleau, Série, que nous rencontrons les deux producteurs de la série, Karine Mandavac et Jamie Glesbrook. C'est la première présentation de la série en France, avant sa diffusion en mars 2015, sur la chaîne Arte, chaîne qui continue encore d'ailleurs de nos jours à proposer gratuitement une nouvelle saison de la série sur son antenne, autant que sur cette plateforme en replay. Bon, en clair, pas besoin de vous abonner à quoi que ce soit si vous souhaitez voir Peaky Blinders. Mais revenons à Karine et à Jamie, je vous épargne des petites provocations que je leur lance en comparant leur série à Boardwalk Empire de HBO, balayée par un revers dédaigneux de la main. La BBC n'avait sans doute pas encore vu cette série au moment où ils ont souhaité développer la leur. Alors, allons droit au but avec eux sur leur motivation pour se lancer dans un tel projet. Avant tout, quand il s'agit d'un formidable scénario par un formidable auteur, il faudrait être stupide pour ne pas le prendre. Steven est un grand scénariste, pas un formidable scénariste. Et il a un intérêt personnel dans une histoire qu'on lui a racontée alors qu'il était sur autre chose. Il l'a gardée en tête pendant une très longue période. C'était des membres de sa famille qui lui ont raconté cette histoire. Ce n'est pas une commande
monde. Il voulait exprimer quelque chose qu'il ressentait. C'est donc un projet personnel. Exactement. Son projet personnel, et c'est un formidable auteur, donc ça a éveillé notre intérêt. Mais ensuite, au fil du processus, ce qui était intéressant, c'était le cheminement d'un homme. Un homme moderne, en fait, mais un homme comme les autres. En cela qu'il a été détruit. Il ne s'intègre plus au reste du monde. Il essaie pourtant de se lier aux autres. Il a une famille. Quelquefois, il les aide et quelquefois pas. La fin justifie-t-elle les moyens ? Voilà une grande idée. Et cet homme vit à une époque très similaire à la nôtre. C'est donc une histoire solide, mais elle doit être narrée maintenant. On explore la tête d'un homme, d'un Anglais. C'est une formidable chance, et surtout de nos jours. Ceux qui sont aussi tombés sous le charme, ce sont les responsables de BBC Two et du département drama de la BBC, respectivement Janice Hadlow et Ben Stephenson. Et la série est lancée. Lors de la saison 1, Tommy va profiter d'un coup de chance pour gravir les marches du pouvoir. Les Peaky Blinders tombent sur une cargaison d'armes et proposent de rendre les armes contre une immunité et une protection de la part des autorités, prouvant ainsi leur allégeance au pouvoir. Mais les Peaky Blinders, et Tommy en particulier, vont devoir faire face à leur Elliot Ness à eux, l'inspecteur Chester Campbell, le nouveau chef de la police, qui a été appelé par Churchill pour nettoyer la ville du crime. Et l'inspecteur Campbell, c'est Sam Neill, l'acteur de nombreuses productions de prestige à la télévision et de Jurassic Park au cinéma. On pourrait se dire que le personnage incarné par Sam Neill est le héros de l'histoire. Sauf qu'un des personnages a de l'imagination et que l'autre est un idéologue. Il croit en une idéologie et il en est tellement certain que c'est la bonne. La moralité et la rectitude de ce qu'il pense sont absolument essentielles à la façon dont son cerveau est organisé. Par opposition, l'autre est peut-être un voleur, mais il imagine un autre monde différent et il n'a pas d'idéologie préétablie. Il a de la magie. Il croit dans des choses qui touchent plus ou moins à l'esprit, alors que l'autre se réfère à un super-ego. Vous devez vous conduire de telle et telle façon. On n'aime pas les idéologues de son espèce. Il est tellement réactionnaire qu'il sait comment vous devez vous comporter au lit, dans votre chambre, comment vous devez vous habiller, et il n'aime personne. Il pense que vous êtes mauvais, que les communistes sont néfastes, que les syndicats sont mauvais, que les gangsters sont mauvais, il n'aime personne. L'autre, il va donner une tape sur la tête de son frère et lui dire « Tu ne devrais pas fumer ». Vous êtes donc forcé d'apprécier plus Cillian et pas Sam. Personne ne peut décemment aimer le personnage de Sam. La raison pour laquelle nous l'avons choisi, justement pour incarner le méchant, c'est que lui, il est très aimable. Au milieu de tout cela, des membres de l'IRA se proposent de racheter les armes pour défendre leur cause et Ada, la sœur de Thomas, se lie avec un militant communiste. La saison 1 recueille près de 2 400 000 spectateurs britanniques en moyenne, soit 9,5% de part de marché. Et sur BBC Two, c'est considérable. C'est le lundi 8 avril que, à Cannes Série, qui comme son nom l'indique se déroule à Cannes, que Steven Knight réunit quelques journalistes internationaux, dont Romain Negita et moi-même, pour discuter avec nous. Et là encore, pour être un peu provocateur, mais aussi par réel intérêt, parce que, oui, ça m'intéresse aussi, notre première question portera sur « Qui veut gagner des millions ?» Et oui, parce que le créateur de Peaky Blinders est aussi le co-créateur de Who Wants to be a Millionaire, le jeu télé anglais devenu un phénomène international et qui installa la dramaturgie et le suspense dans la mécanique d'un jeu télévisé. Et ça, il l'assume totalement. C'était le concept de millionnaire, que les règles soient aussi simples que possible. On double seulement le montant de l'argent que l'on peut gagner au fur et à mesure que les questions sont de plus en plus difficiles. Le problème est que les gens préféraient garder l'argent plutôt que de le risquer avec la question suivante. Alors on a dû trouver de quoi les garder, comme le coup de fil à un ami par exemple. Mais lors de la deuxième émission en Angleterre, il y avait cette femme qui ignorait la réponse à la question et elle disait que son père la connaissait, lui.
Elle a donc appelé son père et lui a dit « Papa, quelle est la capitale de... » Il a répondu « Je ne sais pas. » Et là, son visage s'est alors décomposé quand son père lui a dit qu'il ne connaissait pas la réponse. Moi, je me suis dit là, ça y est, là c'est du drama, là c'est dramatique. Il y avait en plus une grosse somme en jeu. Bon, désolé, c'était un peu hors sujet, mais c'était quand même très intéressant. Et Steven Knight est aussi le scénariste récompensé et nommé à l'Oscar de Dirty Pretty Things, réalisé par Stephen Frears en 2002. Et cela fait près de 20 ans que ce projet est dans la tête de Knight. Donc, la saison 1 de Peaky Blinders est un succès incontestable, artistique, critique et public. Et Knight peut maintenant continuer à faire évoluer les Shelby. En premier lieu, vous apprenez des acteurs, car ce sont eux qui donnent vie aux personnages. Et à la fin de la saison 1, je les connaissais tous bien mieux. Alors pour la saison 2, si je mettais deux d'entre eux, par exemple Arthur et Tommy, dans une pièce, je savais ce qui arriverait. Je savais comment ils allaient réagir. Et c'est pareil pour Hélène et Polly, par exemple. On a ce rythme et on le laisse aller. Mais le public aussi vous donne la permission d'avancer. Parce qu'il y avait déjà beaucoup d'idées nouvelles dans la première saison. La musique moderne, le rythme, la façon dont on traite la classe sociale des travailleurs, tout ça est différent, mais le public nous a suivis. J'ai réalisé qu'ils étaient aussi d'accord avec la vitesse de la narration. On pouvait donc continuer comme ça, à un rythme plus rapide que dans les autres programmes. Quand vous savez cela, vous commencez à tenter des choses et les spectateurs vous suivent. Et la nouvelle chose que je voulais expérimenter, c'était d'aller au plus profond de la psychologie de Tommy. La série est tournée, elle, dans les studios de Wythenshawe et en extérieur à Birmingham, à Leeds et à Liverpool. Pour la saison 2, la série a aussi été tournée à Manchester. BBC Two va lancer la saison 2 de la série un an plus tard, à la rentrée 2014. Tommy continue son ascension sociale et politique en visant la capitale, Londres. Les Peaky Blinders se lancent dans le trafic de cocaïne et dans la contrebande d'alcool. Arrive un nouvel opposant dans cette saison, le génial Tom Hardy de Inception, des Batman et de Mad Max Fury Road, qui sera ensuite d'ailleurs le personnage principal de la nouvelle série de Knight, Taboo. Il est ici un gangster psychopathe et caractériel, le juif Alfie Solomons, et il s'oppose à l'autre chef de gang londonien, l'italien Darby Sabini, interprété par Noah Taylor, qui était Locke dans Game of Thrones. Le major Campbell a ainsi sauvé la vie de Tommy, alors que les hommes de main de Sabini allaient l'achever, mais humiliée par Campbell, la matriarche Polly, qui vient de retrouver le fils qu'elle ne connaissait plus, Michael, abat Campbell dans le plus pur style des Shelby. Si vous regardez les personnages de Polly et de Ada, par exemple, elles viennent de cette classe de travailleurs. En Angleterre, la femme a la charge de tout. La société est matriarcale, en général. Des mères fortes dirigent toute la famille. Le père, lui, n'est pas souvent là. J'espère que les personnages féminins de Peaky sont aussi forts que les personnages masculins. En saison 3, les Shelby ont les moyens et l'opulence de la classe dirigeante. Mais avec cela, ils se sentent tous et toutes de plus en plus captifs de cette famille qui vit en vase clos dans son propre univers. Un univers que Tommy a créé pour eux. Tommy se marie et ses nouveaux opposants sont des émigrés russes, ainsi qu'un prêtre diabolique, John Hughes. Arthur, le grand frère de Tommy, va chercher la rédemption, mais va gérer une guerre contre le gang des Italiens, les Changretta. Et la saison s'achève sur un coup de théâtre absolument magistral. Tommy a dénoncé toute sa famille à la police. Les Shelby sont donc arrêtés. Je n'ai pas vraiment envie que les moyens explosent. Je veux dire, d'avoir plus de budget. Je ne veux pas le tripler. On n'a pas besoin. Non, nous, ce sont les personnages et leur développement. Les spectateurs nous suivent à partir du moment où on étudie les personnages. Il y a des scènes d'action, mais pas comme les autres. Notre budget représente un dixième de celui de plein d'autres séries à succès. On est sur un budget très très serré.
Les gens qui travaillent sur la série le font parce qu'ils l'aiment. Ils en font donc plus et ça paraît très luxueux. En 2017, la saison 4 marque un retour en force et relance l'intrigue de façon haletante, avec des moyens décuplés. Alors que les gangsters de Birmingham s'étaient séparés, incarcérés et trahis par Tommy Shelby, qui est devenu homme d'affaires solitaire, il a suffi d'une simple carte reçue la veille de Noël en 1925 pour que tous les membres du gang comprennent qu'une vendetta est lancée contre eux. Des mafieux italiens débarquent de New York dans le but de tous les supprimer. À leur tête, Adrian Brody, la vedette du pianiste qui campe un Luca Changretta rempli de haine et bien décidé à faire de la vie de Tommy un enfer. Le personnage a été écrit spécifiquement pour l'acteur. John Shelby est le premier à tomber, Michael va survivre à ses blessures. Le clan Shelby est forcé de se retrouver et de se réfugier à Small Heath, le bidonville dont ils sont tous issus. Mais il leur est impossible de se faire confiance. Il faut ajouter à cela le retour de Tom Hardy, dans le rôle du charismatique Alfie Solomons, et le sourire énigmatique du gitan Aberama Gold, incarné par Aidan Gillian, le Littlefinger de Game of Thrones et la vedette de la série Project Blue Book. Suite à la grève générale qui frappe le pays en mai 1926, Tommy franchit une étape. Il accède au pouvoir, il est élu et siège maintenant au Parlement. Et à titre personnel, je vous recommande une scène dans cette saison, une scène d'anthologie, une fusillade dans les dédales des immeubles de Small Heath. Nous arrivons à la saison 5, elle nous est retracée par Steven Knight lui-même. Ce que je peux dire, c'est que l'on arrive au début des années 30. Et que malheureusement, pour la planète tout entière, bon, et heureusement pour les auteurs qui doivent trouver de nouvelles histoires, il y a une terrible résonance entre ce qui s'est déroulé dans les années 30 et ce qui se déroule maintenant. Les Shelby sont donc dans un environnement où ils sont face à face avec le fascisme et l'éclosion de ces mouvements fascistes. On entre dans une décennie où l'on va retracer leur histoire. En écrivant et en lisant sur ce qui s'est produit, sur ce que les gens ont dit, sur ce que les politiciens disaient, on pourrait se dire « Oh mon Dieu !» parce que c'est très très semblable, mais vraiment très semblable. Mais les gens se disent que l'on prend des phrases actuelles pour les mettre dans l'époque des personnages, mais non, pas du tout. Vous pouvez vérifier, ça figure vraiment. Et c'est le moteur de tout cela. Un monde où le fascisme nous guette et où les gens disent « Mais oui, bien sûr !» Et c'est là où vont être les Shelby. Bon, l'événement horrible que Steven Knight a évoqué en avril dernier, c'est le crash boursier de Wall Street, qui allait faire énormément de dégâts, faire disparaître la fortune des Peaky Blinders que Michael investissait en bourse. Une saison 6 et probablement une 7e sont prévues. La série prendra fin à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. La dernière scène sera, d'après le créateur de la série, la sirène qui retentit et qui alertera tout le monde de la première attaque aérienne sur Birmingham. Si la réalisation de la série est aussi moderne et époustouflante, malgré un budget de 1 500 000 livres, donc très inférieur à ce qui serait nécessaire, c'est grâce aux metteurs en scène, Otto Bathurst et Tom Harper pour la saison 1, Colm McCarthy pour la saison 2, Tim Mielantz pour la 3, David Caffrey pour la 4 et Anthony Byrne pour la 5. Il y a une recherche esthétique constante dans chaque scène et un soin tout particulier apporté aux éléments d'époque, tels la Bugatti de Tommy. Une des choses les plus géniales, c'est l'environnement de la série qui change tous les 2 ans. Les changements sont si rapides. On est en plein dans les années 20 et soudain, il semble qu'une révolution se prépare. On se retrouve donc très vite dans les années 30, prêt à partir pour la guerre, donc le contexte est très riche. C'était le producteur de la série, Jamie Glazebrook, à Série. Enfin, il y a la musique, un choix stupéfiant de morceaux pop-rock contemporains avec des chansons écrites par Leonard Cohen et même David Bowie avant sa mort. Et cela valut même à Steven Knight des rencontres inattendues. Ce qui m'étonne le plus, ce sont les gens qui réagissent à la série. J'ai passé 3 heures avec Snoopy Dogg, qui est venu à Londres, a voulu absolument me voir pour parler de Peaky, et à quel point cela lui rappelle la façon dont il était impliqué dans la culture des gangs. Non, il est formidable, hein? Et sa pensée est très ordonnée.
Ni à Cannes ni à Fontainebleau, c'est dans ce studio d'enregistrement, c'est un peu moins glamour, je vous l'accorde, mais des studios qui ont quand même vu passer bon nombre de vedettes, que j'ai demandé à une autre vedette de me rejoindre, Ioannis Deroade, dont je vous recommande très chaudement le livre « Dominer le monde », qui analyse avec une précision et une rigueur absolument exceptionnelles les séries historiques anglo-saxonnes au fil des années. Bonjour Ioannis. Bonjour. Alors l'association de la saga historique et de la série de gangsters a déjà eu toutes ces séries et son passé. Si je cite Les Incorruptibles, certes, Elliot Ness en était le héros avec ses agents, mais on se focalisait beaucoup sur les sbires d'Al Capone qui faisaient tourner la boutique de la prohibition pendant qu'il était lui-même sous les verrous, non? Oui, d'autant que, bien sûr, Capone, mais Frank Nitti et beaucoup d'autres, c'est toute une galerie des grands gangsters de tournant des années 20-30 qu'on voit défiler dans Les Incorruptibles. Des noms qui sont connus d'ailleurs pour les spectateurs américains, déjà représentés au cinéma, de bien des manières, et donc qui sont des personnages familiers lorsqu'ils arrivent dans cette série, qui a eu beaucoup d'épisodes, donc beaucoup d'histoires, donc beaucoup de gangsters. Ouais, l'aspect historique était quand même bien commode pour faire passer des scènes de fusillade qui étaient très très violentes, hein, avec la censure, sinon, là, ils s'opposaient à ça. Oui, ça s'est passé comme ça, que voulez-vous, on est bien obligé de vous le montrer. Avec des dates qui s'affichent à l'écran, avec le rappel d'événements, d'ailleurs parfois mélangés, fictifs et réels, mais en tout cas les apparences du réel. Il y a effectivement cet héritage du film noir, mais aussi par certains aspects un côté un peu documentaire qui donne justement cette caution, cette assurance de réalité, et qui fait, il faut le dire, un peu passer tout le reste, puisque la série a été aussi très critiquée pour sa violence, en effet, à l'époque. Alors, je l'ai déjà évoqué, il y a aussi la série de HBO et de Terence Winter qui s'appelle Boardwalk Empire. Oui, alors dans la continuité vraiment des films de mafia, le pilote est fait par Martin Scorsese, donc on est là aussi en terrain connu, mais dans cet ancrage des années 20, on commence juste après la Première Guerre mondiale, et puis cet univers aussi familier de Scorsese, d'Atlantic City, donc des casinos, donc du jeu et des trafics qui vont autour, avec des décors magnifiques, très coûteux, mais superbes, la recréation littéralement donc de cette promenade, hein, c'est ça le boardwalk, sur lequel se passe une bonne partie des histoires. Absolument, c'était très très spectaculaire, c'était un superbe décor, c'est les comédies HBO, c'est les faire. Et puis je voudrais aussi qu'on mentionne quand même une série australienne que tu connais, que je connais, mais que peu de gens en France connaissent. Elle s'appelle Underbelly. Elle a été diffusée sur OCS. Et là aussi, c'est une série historique idéale parce qu'elle nous plonge dans des époques différentes et se base sur d'authentiques gangsters qui ont défrayé la chronique. Il y a eu plusieurs saisons, mais deux d'entre elles sont particulièrement proches du sujet qui nous occupe aujourd'hui, Razor et Squeezie. Ce qui est intéressant dans Underbelly, c'est que ça commence, en fait, c'est une série qui se passe au présent, et puis avec le succès et donc la volonté de trouver un peu des nouveaux chapitres de cette histoire à raconter, il propose en fait un récit des origines. Donc on se déplace dans le passé, on va voir les origines de cette famille, des personnes, disons, des personnages majeurs de cette famille qui, à un moment ou à un autre, ont aidé justement à en faire une famille du crime. Donc ce qui est intéressant ici dans cette série, c'est de montrer comment finalement comment ça commence. Et ça, c'est quelque chose que les séries savent souvent bien faire, c'est-à-dire le début d'une histoire à une période où rien n'est encore joué, où rien n'est encore clair, et où va émerger quelque chose, comme on a vu les saisons d'avant, on sait ensuite l'ampleur que ça va prendre, quelque chose qui va justement vraiment prendre une grande ampleur. Oui, dans certaines saisons, on est vraiment dans une série en costume qui se déroule dans les années 30 et 40. C'est ça, on est cette atmosphère d'entre-deux-guerres ou d'immédiate après-guerre, avec les voitures, avec la fumée des cigarettes, avec toute cette ambiance qui rappelle aussi des films d'époque, et qui finalement on voit plus si souvent au cinéma. Donc c'est aussi les séries l'occasion de revoir toute cette esthétique qui continue de beaucoup plaire. Il y a qu'à voir l'influence qu'elle a encore dans la mode, par exemple, mais qui nous vient des séries. Enfin, c'est les séries maintenant qui nous apportent un peu ce revival, cette nostalgie des années 60, des années 40, ou même encore avant, que finalement le cinéma ne fait plus tellement. Revenons à Peaky Blinders. Même si les trames sont complètement inventées, ça c'est les producteurs qui me l'ont confirmé, les personnages sont bel et bien réels. Est-ce que les personnages ont vraiment existé? Alors ils ont existé un peu avant en réalité, hein, donc ils sont plutôt d'avant la Première Guerre mondiale, et puis alors disons-le clairement, ils sont beaucoup moins glamour et attirants que Cillian Murphy et ses partenaires à l'écran, mais ils avaient quand même effectivement cette réputation d'être bien habillés avec des costumes sur mesure, hein, ce qui n'est pas le lot de tous les gangsters quelle que soit l'époque, et puis déjà entourés quand même d'une aura effectivement de légendes, de rumeurs, enfin bon, il y avait quand même un bon potentiel pour en faire des personnages de série. Dans les premiers communiqués qui lançaient la série, on dit aussi que ce moment et que ces gens ont été longtemps maintenus en marge de l'histoire de la Grande-Bretagne. C'est vrai ?
La série a permis de mettre en lumière des agissements et des familles de gangsters. Ça vient justement combler un peu un blanc parce que on a beaucoup de fiction sur le crime organisé en Grande-Bretagne aujourd'hui, enfin dans le genre policier là pour le coup, pas dans le genre historique, parce que c'est vrai aussi que la Grande-Bretagne est un pays très mondialisé, donc exposé aux différents réseaux, différents gangs de multiples origines, enfin bon voilà. Et puis sinon finalement les gangsters entre guillemets qui sont connus dans la culture populaire anglaise, c'est beaucoup plus ancien, c'est les highwaymen, les bandits de grand chemin du 18e, du 19e, donc là on est plutôt du côté des KPDP. Je pense à un personnage comme Dick Turpin par exemple qui a donné lieu lui à des films, à des séries, bon alors où il est plutôt d'ailleurs mis à son avantage, mais on est dans le costume dans le 18e, 19e siècle. Et puis pour le 20e finalement pas grand chose. Pour le 20e c'était les références américaines toujours, justement les Incorruptibles. Et il y a une vraie volonté de montrer que l'Angleterre aussi a pu produire des personnages aussi charismatiques, aussi impressionnants, aussi dramatiques. Et c'est ça que Peaky Blinders, je trouve, fait très bien. La Grande-Bretagne de l'entre-deux-guerres est elle aussi fidèlement reproduite dans la série? Visuellement, bien sûr, il y a toute une esthétisation, et puis on est quand même sur un microcosme, les gangsters d'un quartier de Birmingham, c'est évidemment pas tout le Royaume-Uni de cette époque. Ce qui intéresse les scénaristes dans l'entre-deux-guerres, c'est que c'est cette période d'incertitude, cette période de transition. On sort du traumatisme majeur de la Première Guerre mondiale, on est dans cette logique de nouveau départ, s'il est possible. Peaky Blinders montre plutôt que c'est pas possible. En réalité, les personnages sont terriblement vraiment alourdis par leur passé, mais c'est intéressant cette période de l'entre-deux-guerres parce que justement elle nous entraîne vers des nouveautés, vers des possibles. Et quand on a effectivement une longue période de temps comme dans Downton Abbey et comme dans Peaky Blinders, ce qui est intéressant c'est qu'on peut aller presque d'un conflit à l'autre et donc voir effectivement ces nouveaux mouvements qui sont quand même nombreux comme ça idéologiquement, socialement à s'affronter en Angleterre à l'époque, les communistes, les nationalistes irlandais, les fascistes et finalement ce mélange et puis parfois cet aspect chaotique, ça quand même la série le rend bien et c'est un des vrais traits de l'entre-deux-guerres. Il y a aussi une autre réalité historique très intéressante qui était dans la série, surtout à ses débuts, c'est le retour de la guerre. Steven Knight nous l'évoque parce que cela définit le parcours de ses personnages. Les gens que j'ai rencontrés pour préparer Peaky Blinders sont tous des commandants dans la marine. Ils ont été en Afghanistan et en Irak, ils ont vu des choses absolument terribles, sans doute commis des choses terribles, et on leur a fait à eux des choses terribles. Ils ne sont absolument pas préparés à leur retour. Je veux dire, de toute façon, ils ne reviennent pas. Ce ne sont pas les mêmes personnes qu'à leur départ. Et ils se rendent bien compte qu'ils sont assis sur la même chaise depuis 3 heures, à se balancer, à ressasser des scènes dont ils ont été le témoin. S'ils décrochent un job, ils ne peuvent pas s'y rendre en prenant le même chemin 2 jours de suite, parce qu'ils sentent qu'on les suit. Ils ont le sentiment d'être à la fois chasseurs et proies. Et il leur arrive des explosions de violence. Un des vétérans m'a dit qu'il prenait un verre et qu'il ne pouvait se souvenir de rien d'autre. Mais il était maintenant couvert de sang. Il pensait qu'il s'était coupé, mais des hommes gisaient au sol. Et il a vu du sang car ils l'ont attaqué, mais il ne s'en souvenait pas. Un grand moment de vide. Il leur est impossible d'avoir des relations émotionnelles, car ils voient les gens se faire exploser. J'ai discuté avec pas mal d'entre eux, avec des bribes de sujets liés à cette difficulté d'être dans une relation, parce qu'ils craignent l'issue fatale. D'où la façon dont il l'exprime et dont il se comporte. Et j'ai tenu à mettre cette fermeture aux autres. Tu es fermé, plus rien ne te touche. C'est pour cela que Tommy et Arthur, mais un peu moins Arthur quand même, sont fermés. Et graduellement, au fil des 7 saisons, Tommy va s'ouvrir aux autres. And gradually over the 7 series it just opened up. There's a devil waiting outside your door. Ioannis, l'impact de la Première Guerre mondiale sur les vétérans a été aussi fort que Knight nous le dit? Parce que déjà, dans cette dernière saison, on voit Tommy qui est tenté de très nombreuses fois de se suicider à maintes occasions, presque un petit peu quand l'occasion se présente. Les vétérans étaient aussi amochés que ça? Pas tous, bien sûr. Là, la série prend le parti pris des situations les plus extrémistes. Donc, effectivement, on a des personnages dépressifs, hantés par des cauchemars, qui souffrent vraiment de stress post-traumatique. Enfin, bon, donc des situations très, très alarmantes. Ceci dit, évidemment, la guerre a pesé lourd dans l'esprit, dans la psyché de tous ceux qui en sont revenus. Une autre série d'un autre genre aurait pu mettre l'accent davantage sur l'engagement pacifiste, par exemple, de beaucoup de vétérans, sur le fait que certains aussi
aussi se sont engagés politiquement d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, il y a mille et une manières de vivre l'après-guerre. Mais effectivement, insister sur le poids de la guerre, sur le poids psychologique, ça marche bien. Sale en plus. Oui, ça marche bien dramatiquement et ça correspond quand même effectivement à une réalité qui a été en grande partie ignorée sur le moment. Hein. Dans les pays vainqueurs, on considérait quand même que finalement les soldats ayant rapporté la victoire, ils avaient fait l'essentiel, hein, et qu'il s'agissait de les célébrer éventuellement, mais en tout cas pas de s'apesantir sur leur souffrance, leur mal-être et leur traumatisme. Les Américains, dans leur série, eux, l'ont fait énormément. De Magnum à Agence Touriste, en passant même par l'enfer du devoir. Hein. Oui, en fait, c'est-à-dire que les choses se débloquent progressivement. C'est vraiment la guerre du Vietnam qui a eu le droit à ce traitement, justement, sale, du soldat drogué, brisé, etc. Et puis ensuite, cette relecture a été appliquée aux autres guerres. Quand on regarde Band of Brothers, c'est ce qu'ont fait Tom Hanks et Spielberg à propos de la Deuxième Guerre mondiale, dans The Pacific aussi. Et puis petit à petit, cette relecture s'étend aussi à la Première Guerre mondiale. Et maintenant, finalement, quand on représente l'après-guerre, dans Boardwalk Empire, c'était la même chose. On voit vraiment des personnages, effectivement, qui sont plus morts que vifs. Eh bien, merci Ioannis. Je rappelle ton ouvrage que je recommande très chaudement, Dominer le monde, les séries historiques anglo-saxonnes. Et d'ailleurs, tu prépares un nouvel ouvrage qui est en rapport avec notre série d'aujourd'hui, non ? Oui, ça tombe bien parce que je suis en plein dans Peaky Blinders effectivement en ce moment pour un livre sur l'histoire britannique à travers les séries et surtout à travers trois séries que quand même beaucoup de gens ont vues, Peaky Blinders, Downton Abbey et puis The Crown. Voilà, vous êtes prêts maintenant pour la saison 5 de Peaky Blinders, parce qu'elle démarre sur Arte le 25 octobre. Si vous ne pouvez pas l'attendre, elle est déjà sur Netflix. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Dans la prochaine émission, je vous emmènerai à nouveau en voyage, mais ce coup-ci en hélicoptère, avec Dominique et avec Stringfellow Hawk à bord du Supercopter. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.